Module 24. Visiter un immeuble, partie 4. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite. Elle est juste en dessous dans la description. On terminera cette longue série de modules sur les visites d'immeubles en faisant une contre-visite seule afin d'appréhender tous les soucis possibles dans l'immeuble. On fera ensuite venir les artisans pour vérifier ce qui est possible de faire. On verra ce qu'il faut amener comme matériel pendant les visites et enfin on verra qu'il est très important d'avoir plusieurs stratégies avec un même bien afin de ne rien laisser au hasard. Faire une contre-visite seule. Vous trouvez un immeuble intéressant, et c'est très bien. Mais n'oubliez pas, on ne se fie jamais à la première impression. Il faut revenir 2, 3 ou 4 fois en fonction du bien acheté pour être sûr que c'est le bon. Vous visitez un superbe immeuble de 5 appartements en plein après-midi et tout est calme. Vous visitez également les appartements avec les locataires, ils vous disent que tout se passe bien. Ok, vous partez. Vous avez donc un bon a priori. Revenez seul le soir. Vous allez peut-être voir que le bar à 50 mètres de l'immeuble ferme à 2 heures du matin, même la semaine, ce qui cause des nuisances dans la rue. Vous découvrirez peut-être ainsi qu'il y a des squatteurs en bas de l'immeuble le soir, qui vendent de la drogue, car l'immeuble est stratégiquement bien placé. Vous découvrirez peut-être une circulation bruyante aux heures de pointe. Vous entendrez des locataires de votre futur immeuble en train de crier et faire beaucoup de bruit. Vous entendrez un chien aboyer sur la terrasse ou entendrez un enfant qui pleure pendant des heures, au point d'énerver les voisins. Bref, l'une des pires choses qui peut exister pour un propriétaire, des locataires qui ne se sentent pas bien dans l'immeuble. Vous pouvez être sûr que si vous avez ce genre de situation dans votre immeuble, le turnover des locataires seront importants, ce qui impliquera plus de gestion et de stress pour vous. Si vous ne faites qu'une ou 2 visites, il se peut que vous ne voyez pas tout cela, car vous resterez focus sur la visite de l'immeuble et vous ne ferez pas attention à tout ce qui se trouve dans l'environnement. Je vous conseille même d'aller encore plus loin. Il ne faut pas avoir honte quand on fait de l'immobilier, il faut oser. Hors des visites officielles avec l'agent immobilier, allez voir les locataires, posez-leur des questions sur l'appartement, sur l'environnement. Demandez-leur s'il y a des soucis et vous verrez que si vous êtes seul, sans l'agent IMO, le locataire se sentira plus libre et se lâchera totalement. C'est comme ça que vous saurez s'il y a des défauts dans le bien que personne ne vous avait dit auparavant. Posez également des questions aux commerces de proximité. Ils sont bavards. Ils vous diront ce qui va bien dans le quartier et ce qui ne va pas. N'hésitez pas également à aller voir la mairie ou le service de l'urbanisme pour savoir s'il y a des travaux prévus dans les alentours de votre bien. Imaginez que des gros travaux soient prévus pendant des mois, ça pourrait faire fuir des locataires ou à l'inverse, si vous apprenez que le tram s'installe dans votre rue, c'est une plus-value assurée dans les années à venir. En faisant tout cela, vous aurez fait votre enquête correctement et vous n'aurez que très peu de chances de tomber sur un vice après l'achat. Ne laissez aucune place au hasard, préparez tout en amont afin de n'avoir aucune surprise. Les résultats de la visite. Voilà, vous avez fait la visite, puis la contre-visite seule sans agent immobilier ni vendeur. Ainsi, vous avez pu étudier l'environnement et vous avez remarqué qu'il n'était pas hostile. Vous avez également calculé votre rentabilité et vous avez estimé qu'elle était bonne. C'est vous qui décidez de ce qui est une bonne rentabilité. Moi, je ne prends pas en dessous de 12% brut. Vous devez prendre un bloc-notes ou une feuille, en gros un support, vous permettant de mettre les avantages et les inconvénients et d'en faire une analyse. Voici les points importants à prendre en compte. La rentabilité, évidemment. Il me faut un 12% brut minimum pour que j'aille plus loin. Désormais, vous connaissez le calcul de la rentabilité, vous pouvez donc le calculer facilement. Moi, j'y vais lorsque je n'ai pas de grosses œuvres à faire. Donc en gros, pas de maçonnerie, pas de structurel, pas de toiture, car tous ces travaux demandent des autorisations administratives lourdes et sont très chers. Je ne prends que les travaux de seconde œuvre, comme le placo, peinture, la plomberie et l'électricité. Ce sont des travaux assez simples, sans demande administrative. L'environnement. Il faut que ça soit propice à mes futurs locataires. Pas de kebab ou de bar qui ferme à 2 heures du matin toute la semaine, pas de commerce bizarre, pas non plus une gare collée au bien ou une autoroute proche du bien. Bref, un endroit calme même pour des étudiants. Il faut qu'ils s'y sentent bien. Les locataires en place. Si on ne veut pas un gros turnover, il faut que les locataires soient bien. Et pour cela, il ne faut pas avoir de locataires de merde. Une pomme pourrie, ça pourrit tout un environnement. S'il y a un locataire qui met la pagaille, je n'y vais pas, je ne prends pas le risque. Dans ce cas-là, si tout est ok, vous pouvez aller plus loin et faire venir les artisans. La visite avec les artisans.
La première visite se fait sans artisan. Inutile de les déranger à chaque fois que vous allez visiter un immeuble. En revanche, ne perdez pas de temps. Si vous avez suivi toute la procédure, vous avez posé les questions qu'il fallait. Vous avez visité l'environnement, vous avez fait vos calculs de renta et que c'est intéressant. Dans ces cas-là, vous pouvez faire venir votre artisan pour une contre-visite. Idéalement, il faut venir avec les 3 corps de métier principaux, c'est-à-dire le plaquiste, peintre, l'électricien et le plombier. En faisant venir les 3 corps de métier, vous êtes sûr qu'ils estimeront les travaux correctement. S'il manque un corps de métier, vous ne saurez pas quel sera le coût exact de votre futur chantier. Les artisans vous demanderont les plans actuels et ce que vous souhaitez faire afin de pouvoir estimer le coût des travaux correctement. Si vous n'avez pas encore votre propre équipe, soyez sûr de vous car lorsque les artisans font des devis à des débutants, c'est pas facile de gonfler le devis à quelqu'un qui s'y connaît. Et on en parlera plus en détail dans le module législation. Mais sachez qu'il faudra faire attention si vous souhaitez acheter un immeuble en statut insalubre, péril, vice caché. Il faudra faire très attention à cela car c'est juridiquement très encadré et ça peut être problématique pour votre projet. Un immeuble est considéré comme insalubre quand il est très dégradé et que ses conditions d'occupation engendrent des risques pour la santé des personnes. Pour savoir si le bien fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, il faut appeler la mairie. L'important serait de lire cet arrêté et de savoir pour quelle raison il en fait l'objet. Ça peut être pour une installation électrique pas aux normes, des infiltrations d'eau, bref, tout ce qui le rend un bien insalubre. En ayant cette information, vous saurez s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril lorsque le bien est dangereux, structurellement. Dans ce cas-là, c'est plus grave que l'insalubrité. Faire les travaux d'un bien pour ne plus le rendre insalubre, ce n'est pas très compliqué. Mais pour un bien en péril, c'est autre chose, car c'est au niveau de la structure qu'il y a un souci, qui fait que plus personne n'a le droit d'habiter dans le bien, sous peine de risque d'effondrement du bien. Pareil pour l'arrêté d'insalubrité, il faudra se renseigner auprès de la mairie pour connaître les détails de cet arrêté, afin de voir avec votre artisan ce qui est possible de faire. Dans tous les cas, si lors de votre première visite, vous avez un doute, appelez directement la mairie, en lui indiquant l'adresse du bien. Elle vous indiquera directement si le bien fait l'objet d'un arrêté particulier. Ainsi, en faisant la visite avec votre artisan, vous saurez ce qu'il a comme souci et vous pourrez voir ensemble si c'est vraiment problématique et si vous pouvez régler cela en faisant des travaux. Une fois que vous aurez signé, si vous trouvez un vice caché que connaissait le vendeur mais que vous n'aviez pas vu lors de vos visites, vous pourrez donc vous retourner contre lui. Le souci, c'est que ça entraînera une longue procédure qui prendra plusieurs années et qui coûtera très cher, donc le mieux est de se rendre compte de tous les vices avant d'acheter le bien. Voici un exemple de vice caché qu'on peut avoir en achetant un immeuble. Des poutres fragiles, pas assez solides sur le long terme pour supporter la structure du bien. Des nuisances sonores provenant de la chaudière collective. Un carrelage très mal posé. Le caractère inondable d'une maison. L'absence d'alimentation en eau courante. Avec votre artisan, faites en sorte de tout vérifier pour être sûr de ne pas passer à côté de rien. Le matériel à apporter pendant les visites. Apporter votre matériel pendant les visites aura un double intérêt. Déjà, ça vous permettra de faire votre propre mesure, plan, mais en plus, ça vous permettra également d'avoir une image de pro envers vos interlocuteurs, car personne ne ramène ce genre de choses en général. Voici ce que je vous conseille d'amener. Un télémètre, ça va vous permettre de mesurer tout ce dont vous souhaitez au niveau des appartements, afin d'avoir des mètres carrés précis. Normalement, tout doit être indiqué dans les diagnostics, mais en cas où vous savez que vous pourrez mesurer absolument tout dans l'immeuble, pas besoin de prendre un truc de pro à 100 €. Un simple télémètre à 15 € suffira amplement. Une lampe torche. Puisque vous allez visiter un immeuble et donc des caves, il faudra prendre une torche pour tout éclairer, car il arrive que les agents IMO n'aient pas ce matériel et on galère avec un pauvre flash de téléphone. De plus, les immeubles que je visite étant pourris, il n'y a souvent pas d'électricité, donc pas de lumière. La lampe torche est donc indispensable. Des gants, quelle que soit la matière, mais protégez-vous les mains. Quand on visite un immeuble plein de champignons sur les murs et qu'on souhaite vérifier que les poutres ne sont pas pleines de termites, je trouve qu'il est important de venir avec des gants. On ne sait jamais ce qu'on trouve dans un immeuble insalubre. L'application Quant au plan, dispo sur iOS et Android. Cette application permet de mesurer une pièce et d'en faire des plans automatiquement. Les mesures ne sont pas toujours précises, mais elles sont exploitables et elles permettent de faire des plans. L'application est payante, environ 10 € je crois. Préparez plusieurs stratégies. Tout est OK, vous avez reçu les devis des artisans, vous savez que vous serez rentable. Désormais, l'importance est donc d'obtenir le bien et de faire une ou plusieurs propositions afin d'obtenir le bien. On verra ça dans le module suivant sur la négociation. Par contre, il y a une dernière chose à faire avant de faire votre proposition.
Il va falloir préparer au moins 2 stratégies, voire 3, c'est encore mieux. Imaginons que vous étiez sur un immeuble de 5 logements à diviser en 10 studios avec comme principale stratégie la location courte durée. Vos chiffres étaient intéressants et vous auriez eu un gros cash flow. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Il suffit qu'une réglementation change, qu'un gouvernement durcisse l'imposition sur la LCD et vous serez bien ennuyé. Mais le souci peut également venir de l'aménagement des appartements en plusieurs studios. Il suffit qu'une colonne électrique ne soit pas acceptée par exemple, et la division n'est pas possible. Bref, il faut avoir plusieurs stratégies possibles pour ne jamais être bloqué et ne pas compter sur une seule stratégie. Dans notre cas, voici plusieurs stratégies qu'il faudra avoir. Immeuble de 5 logements à diviser en 10 studios en location courte durée. Immeuble de 5 logements à diviser en 10 studios en location meublée classique. Immeuble de 5 logements en colocation. Immeuble de 5 logements avec une partie en LCD, une partie en coloc. Il y a beaucoup de possibilités et c'est à réfléchir avant de faire son offre afin de ne jamais rien laisser au hasard. Toujours avoir un plan B, C, D vous permettra de toujours avoir une carte d'avance sur les autres.